très rapidement. Mais d'abord, je vais rappeler l'esprit qui préside à ces rencontres et rappeler donc en quelques mots les attendus de ces conférences. Donc, où en est-on? Quel état des lieux pour aujourd'hui? Quelles sont les valeurs pour demain? Je dirais qu'en ces temps de transition complexes, insaisissables, éclatées, dangereuses même, soumis à des mutations que la mondialisation a accrues de manière exponentielle, l'Occident assiste à un décentrement sans précédent du monde. Donc en ces temps d'instabilité chronique des systèmes économiques, l'obsolescence de certains modèles, de puissants rappels à l'ordre environnementaux, une situation inédite régit un nouvel ordre géopolitique. L'inquiétude grandissante de sociétés engluées dans une dizaine de sens, de spiritualité, appelle plus que jamais à certaines refondations des valeurs. Quel état des lieux peut-on dresser? Quel chemin neuf peut-on emprunter pour fonder notre avenir? Quelle éthique ou valeur devra-t-on se donner? Autant de questions auxquelles Corinne, aujourd'hui, donc, et comme vous l'avez vu, Jean-Pierre Le Goff et Alain Caillé, les deux premières fois, ont accepté de répondre. Alors Corinne, je suis très heureux vraiment de l'accueillir ce soir, particulièrement heureux. Nous avons eu Jean-Pierre Le Goff, Alain Caillé. Il ne vous aura pas échappé que Corinne est une femme, qu'elle est jeune, qu'elle est philosophe. Voilà, on a eu deux sociologues, c'est ce qui m'intéresse, d'avoir des visions transversales, des visions différentes, apporter des lumières différentes sur des sujets semblables. Et Corinne travaille énormément sur l'éthique notamment. Donc on va parler de tout ça. Et d'abord je vais D'abord, merci à vous d'être là, d'être fidèle à ce rendez-vous. Il y aura une conférence fin septembre, après la coupure de l'été, et il y aura une autre conférence début décembre. J'ai oublié la date, mais en tout cas, je vous rappellerai ça, évidemment. Donc, Corinne, on va pas, comme les deux premiers d'ailleurs, on va pas tricher, on va se tutoyer. Donc, Corinne, tu es agrégée, docteur en philosophie, habilitée à diriger des recherches. Tu es spécialiste de l'œuvre de Léo Strauss, que tout le monde a lu ici, et de philosophie morale et politique. Donc tu es professeur à l'Université de Franche-Comté, et tu consacres une grande partie de tes recherches et de ton enseignement aux questions d'éthique appliquée. Et je veux parler d'éthique médicale, biomédicale, éthique animale, éthique environnementale. Et donc à la croisée des chemins entre philosophie politique et ontologie, on rappellera peut-être en un mot ce qu'est l'ontologie, tu œuvres sur les rapports entre libéralisme politique, droit, et mutation éthique rendue nécessaire par les défis liés aux technologies contemporaines. Vaste entreprise qu'elle a commencé donc à mener à travers son œuvre qui commence à s'étoffer, vous le verrez sérieusement. Les champs de l'éthique appliquée, en particulier l'éthique médicale, dont tu as acquis une vraie connaissance de terrain, ça il faut le préciser, grâce à de nombreux entretiens dans des services d'anesthésie-réanimation, en soins palliatifs, etc., constituent pour toi un véritable laboratoire pour la pensée, débouchant sur une éthique de la vulnérabilité. C'est un des concepts que tu as travaillé. Tu es l'auteur d'une dizaine d'ouvrages remarqués, dont certains sont traduits en anglais et en espagnol. Donc je citerai L'autonomie brisée, bioéthique et philosophie, paru au PUF en 2009, qui a été réédité en 2014. La raison du sensible, entretien autour de la bioéthique chez Artege en 2009. Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature, publié au CERF en 2011. Tu ne tueras point, réflexion sur l'actualité de l'interdit du meurtre, CERF, paru au CERF donc en 2013, et qui est ici, d'ailleurs vous pourrez l'acquérir après lors d'une séance de dédicace. Et puis, et en début d'année, là tout récent, il y a quelques mois à peine, Les nourritures, philosophie du corps politique, aux éditions du Seuil, voilà, qui est ici, et qui t'a valu de nombreuses invitations dans les médias, c'est le moins qu'on puisse dire, de nombreuses invitations aussi pour des conférences. On ne dira pas quel nombre, enfin c'est assez colossal. Et 3 cette semaine, par exemple. Donc, il a trouvé le moyen de venir nous voir, ce qui est quand même très sympa. Et donc, pour ce travail exigeant, il faut le préciser, tu as reçu le prix François Furet en 2006 et le Grand Prix Moron de l'Académie française en 2012. Prix largement mérité. Et donc, voilà, je vais te laisser la parole avec donc un titre qui donnera peut-être les linéaments de ce que tu vas nous exposer ce soir. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, le titre de cette conférence, c'est « Les nourritures contre le nihilisme », et je vais préciser tout à l'heure le sens de ce terme, « Corporéité, philosophie de l'existence et politique ». Alors, pour introduire justement cette conférence, je voudrais revenir sur un texte que Léo Strauss, ce philosophe que peut-être vous n'avez pas
lu, mais qui est juif allemand émigré aux États-Unis, qui s'était exprimé en 1941 sur le nihilisme allemand, c'est-à-dire sur ces jeunes nihilistes allemands qui adhérèrent ensuite au nazisme. Et il dit quelque chose d'assez intéressant pour nous aujourd'hui. Il dit que ces jeunes gens se révoltaient contre une société qui ne laissait pas de place au sublime et au sacrifice, qui rivait les individus à la consommation de biens matériels, qui dégradait l'existence. Et il ajoute que leur révolte était inarticulée, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas quoi mettre à la place. Et devant eux, ces jeunes nihilistes allemands ne rencontrèrent que des personnes qui invoquaient les principes de la civilisation occidentale, en un mot, la valeur de la science et de la morale, mais qui invoquaient ces idées de manière défensive, de manière même poussiéreuse, dit Léo Strauss, comme si, justement, elles ne pouvaient pas se défendre elles-mêmes, ou comme si elles n'étaient que des valeurs. Et ces jeunes gens qui étaient les héritiers de Nietzsche, qui rencontrèrent, pour les séduire, pour ainsi dire, que des personnes comme Ernst Jünger, Heidegger, qui en plus adhérèrent ensuite au nazisme, parce que ces personnes-là, justement, prenaient à bras-le-corps le relativisme, l'effondrement, justement, de la rationalité traditionnelle et le scepticisme lié au fait que la prospérité économique et les droits de l'homme ne suffisaient pas, ni à fonder une paix durable, ni à encourager une vie valant la peine d'être vécue. Et alors, ils se trouvaient devant un vide spirituel et intellectuel, et évidemment, ayant une révolte inarticulée, ils choisirent de rejeter en bloc la civilisation occidentale et choisir le non, le chaos sauvage, l'adhésion au nazisme. Alors, par beaucoup d'aspects, beaucoup d'êtres aujourd'hui se trouvent un petit peu devant ce vide spirituel, ce relativisme des valeurs, cette manière de mettre un peu tout sur le même plan, et qui confine parfois au nihilisme, c'est-à-dire à l'effondrement de toute valeur, mais il me semble que ce n'est pas une fatalité. Bien plus, il me semble que la philosophie peut être un contrepoids à cela, mais justement, elle ne fera pas de réponse à cette situation-là en se situant sur le plan des valeurs, car les valeurs sont des subjectivations, les valeurs sont relatives, elles sont finalement assez faibles, elles ont besoin d'être invoquées justement de manière défensive, voire poussiéreuse. Il me semble que la philosophie a la possibilité de rafraîchir le sens de l'existence individuelle et collective, à condition peut-être qu'elle envisage de manière rigoureuse une philosophie de l'existence, mais considérée peut-être dans sa matérialité. Je m'explique. Nous avons, avec les droits de l'homme, depuis Hobbes, depuis le XVIe, XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, nous avons bâti une philosophie sociale et politique sur l'individu, c'est-à-dire que la liberté est presque le cœur de l'individu, de l'homme, et que justement il semblerait que l'homme soit défini comme un agent moral individuel, et les droits de l'homme, on le voit, sont construits abstraction faite des engagements sociaux, des fonctions des individus et même de l'enracinement biologique, etc. Et ça, c'était une chance, car pour accorder à tout individu des droits, il fallait donc l'abstraire de sa fonction, de son genre, etc. Mais ce faisant, nous avons oublié peut-être une définition plus incarnée, plus relationnelle du sujet, qui peut-être offre la possibilité de rafraîchir justement le sens de l'existence en installant au cœur du sujet l'intersubjectivité, en installant au cœur du sujet d'autres vies que la nôtre, et en faisant que justement, loin d'être extérieure à nos vies, la réflexion sur l'écologie, la réflexion sur l'animal, la réflexion sur les générations futures entre au cœur du sujet et partant aussi s'invite à la table des négociations politiques. Alors disant ça, je vais déjà trop vite, mais ce que je voulais dire, c'est que le travail que je vais vous proposer ici en deux parties, il a un volet qu'on va appeler alors ontologique, c'est-à-dire qu'il a un volet qui se situe sur le plan d'une description de l'existence, et à partir de la description de faits très simples, à manger, être né, la question du corps, de la vulnérabilité, eh bien, je vais essayer de faire surgir un sujet très différent de celui qui sous-tend les philosophies politiques qui ont construit le libéralisme politique, les droits de l'homme et l'État actuel. L'État qui a comme finalité du politique la conciliation des libertés des hommes actuels, la sécurité et la réduction des inégalités. Alors c'est évidemment important, mais il me semble qu'il y a autre chose qu'on peut envisager. Et l'autre volet, ce sera justement à partir de cette philosophie de l'existence qui
tend à remplacer la philosophie du sujet, la conception de la socialité qui sous-tend le politique actuel, qui tend à la remplacer par autre chose, eh bien, je tirerais des conséquences politiques de cela. Dans un travail, en fait, qui, s'il était comparé à celui d'un architecte, eh bien, aurait une partie fondationnelle, donc qui ne se situe pas sur le plan des valeurs, mais donc sur le plan des structures de l'existence avec une dimension universelle. Ensuite, le pilier, ce sera donc une réflexion sur une théorie de la justice, sur aussi un contrat social qui énonce de nouveaux critères du politique, de nouvelles finalités du politique. Et le toit, c'est le comment, c'est-à-dire quelles sont les conditions permettant de tenir ses promesses sur le plan donc des innovations institutionnelles, aussi peut-être des modifications des représentations du pouvoir et du partage du pouvoir. Alors, ce que je veux dire, donc pour terminer cette introduction, c'est que moi je vais proposer une philosophie de la corporéité, et ça c'est un terme qu'il faut que je définisse. La corporéité, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un corps et d'être mortel, évidemment ça inclut cela, mais c'est surtout une manière de considérer que le point de départ de mon rapport à moi-même, de mon rapport au monde, de mon rapport aux autres, c'est non pas la tête, non pas la conscience, mais le corps. C'est-à-dire qu'on va être sensible à ce qui échappe à ma maîtrise, à ce qui échappe à mon intentionnalité, à ce qui n'est pas seulement thématisable, à ce qui n'est pas seulement un objet de la représentation, premièrement, et deuxièmement, on va s'interroger sur ce qui vient avant la conscience et qui souvent fait défaut, enfin en tout cas fait défaut à mon pouvoir. Par exemple, justement, cette réflexion sur le corps aura 2 chapitres, l'un consacré à la vulnérabilité, donc qui insiste sur la fragilité du vivant, et l'autre qui mettra au jour la dimension de plaisir de notre vie sensible, et je vous dirai pourquoi moi je développe une philosophie des nourritures et ce que cela change de remplacer le mot ressources par le mot nourriture, ce que cela change pour l'économie, ce que cela change pour la politique et pour la pensée de l'écologie. Donc voilà, la corporéité, c'est donc une réflexion, c'est une réflexion philosophique, mais qui prend un petit peu, qui se distingue des philosophies de l'existence ou des philosophies de la liberté, qui ont souvent, qui se sont focalisées sur le projet, sur justement l'homme défini par la capacité à faire des choix et en changer, par le projet, par la maîtrise. Là, je vais plutôt m'attacher dans un premier temps, et ce sera donc la question de la vulnérabilité, sur ce qui échappe à mon pouvoir, sur ce que je ne constitue pas. Je vais donc prendre des exemples pour définir ce que j'appelle la vulnérabilité et ce que j'appellerai ensuite l'éthique de la vulnérabilité. Donc c'est le premier point de cette partie sur la philosophie de la corporéité. Eh bien, d'abord, la vulnérabilité, qui vient du mot vulnus, blessure, souligne l'altération possible du corps. Donc on y est sensible dans la maladie, qui est une dislocation de l'unité physico-psychique de l'individu, mais aussi, et qui est un assaut ontologique, il y a des dimensions évidemment où l'identité est modifiée dans sa dimension sociale, esthétique, etc. Mais la vulnérabilité, c'est l'altération possible du corps, c'est aussi tous les phénomènes qui échappent à ma conscience, plutôt à ma volonté, à mon intentionnalité. Il s'agit par exemple du vieillissement, qui est une passivité, puisque quand je vieillis, c'est une temporalisation, je ne maîtrise pas le temps, il passe sur moi, et ce n'est pas comme le projet, mais aussi la fatigue, l'insomnie, des phénomènes qui ont retenu l'attention d'Emmanuel Lévinas, notamment dans un livre publié en 1947, De l'existence à l'existant, au sortir de ses 6 années de captivité à Bergen-Belsen. Alors, il y a donc la vulnérabilité considérée comme fragilité, considérée à la lumière de la catégorie de passivité, qui insiste donc sur ce qui échappe à ma constitution, la douleur, évidemment, qui fait que je ne joins pas les deux bouts, et je ne la désire pas, elle met en échec ma volonté. Donc tous ces phénomènes-là soulignent le fait que notre vie est marquée par le malgré soi. Mais et de cette vulnérabilité souligne le fait que l'individu n'est pas autosuffisant. En tout cas, il y a l'idée que l'autonomie, telle qu'on a eu tendance à la définir à la lumière d'un idéal d'autosuffisance, d'autodétermination, eh bien, l'autonomie n'est pas totale. La vulnérabilité est une notion qui, quand on la prend au sérieux, souligne le caractère interdépendant des individus et le fait que nous
nous ne sommes pas autosuffisants. C'est parce que je suis vulnérable que je peux avoir besoin des autres et de la société. Vous avez peut-être reconnu dans ces propos ce que l'apport de l'éthique de la sollicitude ou éthique du care, dont je vais me distinguer dans un instant, qui avait bien pointé le caractère critique, la fonction critique de cette notion de vulnérabilité, laquelle invite à reconfigurer l'autonomie pour en tout cas la définir de manière moins élitiste, moins parfaite et pour lui substituer une définition plus relationnelle du sujet. De même, à partir du moment où on s'interroge on prend au sérieux la vulnérabilité du sujet, donc non seulement l'autonomie n'est plus cette autosuffisance, mais de plus, on insiste sur la responsabilité, c'est-à-dire sur l'ouverture à autrui, sur le fait que l'ouverture à autrui, la responsabilité, l'entraide, toutes ces choses-là sont peut-être aussi importantes qu'une définition de l'homme comme liberté qui serait en rivalité avec les autres libertés. Mais cet apport donc de l'éthique de la sollicitude ou éthique du care qui a été très importante dans les années 80 notamment, mais aussi dans sa réception en France, et elle est tout à fait intéressante, notamment en médecine avec les soins palliatifs. Vous connaissez peut-être cette distinction entre to care et to cure, to cure, guérir, to care, prendre soin et soigner, et effectivement cette approche holistique du patient auquel on ne prodigue pas seulement des soins général, global du patient qui est corps et esprit, qui est situé dans ses relations et où on traite finalement pas la maladie mais le malade. Donc ça a été tout à fait important. Mais moi je trouve que si vous voulez l'éthique du care a un petit défaut, si je puis dire, c'est que finalement elle insiste beaucoup sur la vulnérabilité mais elle oublie un petit peu l'autonomie et malheureusement, enfin pas malheureusement, mais je pense qu'on ne peut pas, y compris dans le contexte clinique, je vais l'illustrer tout à l'heure, on ne peut pas faire abstraction de cette notion d'autonomie, même si elle n'est pas un point de départ dans le contexte clinique où la maladie, le déni, les effets des médicaments, la douleur compromettent l'autodétermination, compromettent la capacité de chacun à savoir ce qu'il veut. Mais l'autonomie doit rester un point d'arrivée ou un horizon, mais évidemment, il faut sans doute la reconfigurer. Donc je crois que moi, j'ai essayé de tenir ensemble 3 catégories, mais autonomie, vulnérabilité, responsabilité, et un de mes apports, si je puis dire, ça a été de reconfigurer l'autonomie justement à la lumière de la situation de personnes totalement dépendantes, c'est-à-dire de personnes qui vont justement se trouver dans l'incapacité a priori de faire des choix et qu'on va appeler incompétentes. Je vais essayer de donner un contenu à cette notion d'autonomie qui va au-delà de la compétence juridique. Et par exemple, je me suis beaucoup intéressée aux personnes souffrant de démence ou d'affections dégénératives du système nerveux, Alzheimer par exemple, où effectivement on a là des individus qui mettent en échec la définition de l'identité qu'on trouve chez Ricoeur. Ricoeur, il dit que l'identité, eh bien, c'est le fait de savoir ce à quoi je tiens. C'est l'identité narrative, c'est le fait de savoir ce que j'ai été pour tenir mes promesses. Effectivement, pour tenir ses promesses, pour être un sujet moral, mieux vaut savoir ce qu'on a fait la veille. Bon. Mais dans le cas des personnes d'Alzheimer, eh bien, l'identité narrative est tout à fait mise en échec, puisque ce sont des personnes qui ont perdu le sens fonctionnel des objets, ils ne savent plus si le stylo sert à se brosser les dents ou à écrire, parfois ils ne se rappellent plus ce qu'ils étaient auparavant, ne reconnaissent pas forcément toujours leurs proches, etc. Et pourtant, il me semble que non seulement ce sont des personnes, des cœurs vibrants, mais de plus, ils ont une autonomie. Alors comment je peux dire ça ? Eh bien, je peux dire ça parce que je crois que l'autonomie est une double capacité. Elle est premièrement la capacité à avoir des désirs et des valeurs, et cette capacité-là, eh bien, les déficits cognitifs, même les plus sévères, ne l'entament pas. Une personne même démente ou stade final ou intermédiaire de la maladie d'Alzheimer a des désirs et des valeurs. Valeurs, ça veut dire que c'est un désir où il entre l'estime d'elle-même. Les désirs, c'est des pulsions. Alors certes, quand on s'interroge, quand on est près des personnes souffrant de ces maladies-là, souvent il faut prioriser leurs désirs parce qu'elles ne sont pas toujours capables par elles-mêmes de les prioriser. Un exemple très simple, les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer bien souvent rechignent à ce qu'on les lave. Elles en ont un petit peu marre d'être toilettées et en même temps elles aiment avoir de la compagnie. Alors évidemment, quand on ne se lave pas pendant plusieurs jours, c'est difficile d'avoir de la compagnie, donc là les soignants, les aidants doivent prioriser leurs désirs. Mais ce sont même les
personnes atteintes de déficit cognitif très grave ont des désirs et des valeurs, ce sont des sujets axiologiques. Par contre, ce qui leur manque, c'est le deuxième sens de l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à savoir dans l'existence ce qui peut accomplir mes désirs et mes valeurs. Hein, c'est la capacité à traduire dans les actes ces désirs et ces valeurs, et c'est aussi bien souvent la capacité de s'exprimer de telle sorte qu'on puisse être compris, puisque comme vous le savez, les malades d'Alzheimer, on les appelle les apraxiques, les aphasiques et les anozonosiques, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus s'ils sont malades, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, puisque les altérations de la conscience sont hétérogènes, mais enfin en tout cas, bon, ça veut dire qu'en deux mots, que l'autonomie ainsi reconfigurée souligne le fait que les personnes d'Alzheimer ont besoin que leur autonomie, au sens de la deuxième capacité, soit soutenue par des aidants ou par des soignants qui vont, par exemple, essayer de déchiffrer la volonté de cette personne qui parle pas, en essayant d'avoir un dialogue infraverbal avec elle, une communication infraverbale avec elle, pour voir quels sont ses désirs et ses valeurs, et ensuite lui proposer des activités susceptibles de lui correspondre. Et quand on dit cela, eh bien, au lieu d'avoir d'un côté une autonomie introuvable, un concept d'autonomie comme autodétermination ou consentement libre éclairé qui n'est absolument pas applicable dans le contexte clinique de manière générale et encore moins avec des malades d'Alzheimer, et de l'autre côté une bienfaisance médicale qui confine au paternalisme où on va combler la vacance d'une personne qui ne parle pas et se substituer à sa place, ce à quoi elle répond bien souvent par l'agressivité et la prostration, parce que même une personne démente, elle a besoin de se sentir valorisée et elle le sent, elle a besoin qu'on aille la chercher là où elle est, l'accompagner. Eh bien, au lieu d'avoir cette opposition binaire entre d'une part une autonomie introuvable et d'autre part une bienfaisance médicale confinant au paternalisme, on a une réflexion sur ce qu'est la responsabilité dans le contexte médical, et cela fait signe vers l'ensemble des traits moraux qu'il est important d'acquérir de la part des soignants et des aidants afin d'accompagner ces personnes. Des traits moraux comme par exemple justement l'écoute, l'attention, qui suppose, comme disait Simone Veil, de faire le vide en soi pour aller chercher l'autre et non pas projeter sur lui ce que l'on veut, aussi l'imagination et même une certaine prise de risque pour proposer des activités pouvant leur correspondre. Donc vous voyez ce travail-là, donc l'autonomie reconfigurée à la lumière de la vulnérabilité n'est plus l'autodétermination, n'est pas une notion si épaisse, mais elle existe quand même. De même, il y a un autre défaut qui, me semble-t-il, est dans l'éthique du care, c'est que justement, non seulement ils enferment un petit peu les personnes dans le soin, or le soin n'est qu'un moment de l'existence et il ne saurait décrire la richesse des relations avec autrui et toutes les dimensions de l'existence, mais de plus, l'éthique du care, finalement, reste à la morale, c'est-à-dire ne permet pas le passage de l'éthique à la justice. Et ça, c'est très intéressant quand on s'interroge sur l'intégration des personnes en situation de handicap, ou plus généralement sur le fait que les personnes âgées ne sont pas, on n'est pas seulement là pour prendre soin d'elles, mais elles doivent participer d'une certaine manière ou d'une autre au monde. Et pour cela, justement, il s'agit là encore une fois de faire de l'autonomie, non pas un point de départ, mais un horizon de la réflexion. Et pour ce faire, l'approche des capacités, je vais l'expliquer tout à l'heure, qui a été développée par Amartya Sen, mais aussi reprise par Martha Nussbaum, est tout à fait intéressante. C'est quoi les capacités ? C'est le fait, c'est pas les capacités, c'est le fait de regarder ce qu'une personne peut faire ici et maintenant, à un moment. Or, souvent, les personnes qui souffrent de handicap ou en raison de leur âge, se voient privées de la possibilité d'accéder à certains services, à certains biens premiers, et même finalement, les droits sont pour eux que des droits sur le papier. Je m'explique, souvent, vous regardez le métro parisien, une personne en situation de handicap physique, moteur, elle a du mal à pouvoir se bouger un peu partout, puisque le métro parisien n'est pas tellement fait pour les personnes handicapées. Et donc, c'est très intéressant parce que cette approche des capacités fait qu'on ne va pas égaliser, on ne va pas dire que, par exemple, une personne handicapée moteur peut devenir danseur étoile, mais on va dire qu'une personne handicapée moteur ne peut pas être privée de son droit d'accès à une dimension de l'existence, comme l'art, le jeu, qui, justement, donne une saveur et un sens à l'existence. Autrement dit, cette réflexion permet de déplacer l'accent
vers l'organisation des établissements de santé, des transports, qui justement parfois privent ces personnes, en raison de leur handicap, du droit d'accès à justement ces dimensions de l'existence qui font que je ne survis pas mais j'existe, que je participe au monde, etc. Donc on voit encore là que l'autonomie, malgré tout, elle est reconfigurée, mais elle est tout à fait nécessaire. Alors moi, j'ai aussi travaillé donc sur l'autonomie, parce que justement l'autonomie est une notion qui est tout à fait prégnante, presque la valeur des valeurs dans notre société, mais curieusement c'est une notion qui a été vidée de son contenu au fil des années, notamment depuis finalement au XXe siècle. Si on lit Kant, on voit que l'autonomie finalement c'est l'obéissance à l'universel en moi, donc c'est ce que j'ai de plus commun avec les autres. Aujourd'hui l'autonomie tend plutôt est identifiée à l'indépendance, au fait de faire ce que je veux comme je veux, quand je veux. Et avec des paradoxes, puisque bien souvent, cette autonomie reflète le comble de l'hétéronomie. Bien souvent, cette autonomie, ce que je veux, est le reflet des valeurs du marché. Bien souvent, cette autonomie, ce que je veux, c'est quoi? C'est souvent une demande de liberté surveillée. Je veux bien faire ceci, cela, mais à condition que j'ai pas de risque. Et donc, moi, j'ai essayé d'opposer cette prise en compte de la fragilité du vivant et cette acceptation aussi des limites de l'individu, de l'homme, à une éthique de l'autonomie qui finalement est le masque inversé d'une éthique de la performance. Car souvent, la valorisation extrême de l'autonomie dans nos sociétés explique parfois certaines revendications sociétales et travaille en profondeur les demandes des médecins, mais aussi nos usages des technologies, en nous conduisant à vouloir être toujours jeune, beau, performant, et il y a vraiment cette méprise sur la passivité, cette difficulté aussi à accepter que certaines choses vieillissent, etc. Donc ça, c'est tout à fait important. Et la difficulté à accepter l'imprévisible, l'inconnu, et accepter que le monde ne se plie pas à ses désirs, travaille les demandes des personnes qui s'adressent à la médecine, mais aussi qui utilisent des technologies avec cet outillage conceptuel-là, qui témoigne quand même d'une impasse sur la passivité du vivant. Donc là aussi, la vulnérabilité permet non seulement de faire le point sur ces demandes des personnes, mais aussi de conduire à une philosophie qui est moins élitiste, au sens où l'éthique de l'autonomie telle que je la reformule, qui donc valorise la maîtrise de soi, la performance, suppose finalement qu'il y a une sorte d'échelle de la dignité, et on est au sommet quand on est rationnel, quand on a le logos, quand on peut parler, mais quand on est évidemment qu'on a perdu une part de son autonomie, qu'on est dans la dépendance, ou que l'on est et que l'on n'a pas de langage articulé, je pense évidemment aux animaux, eh bien on est au bas de l'échelle. Or l'éthique de la vulnérabilité, cette attention à la notion de vulnérabilité a donc une fonction critique qui nous invite à avoir une réflexion sur l'humanité de l'humain, ce qui fait l'humanité de l'humain en deçà ou au-delà des capacités cognitives, des capacités permettant de se mesurer les uns avec les autres. Ensuite, il y a aussi ce qui m'avait intéressé dans l'autonomie, c'est qu'elle est également au cœur des dispositifs politiques. Parce que bien souvent, quand on délibère sur les questions de savoir, par exemple, si c'est licite ou pas d'utiliser des thérapies géniques, somatiques ou germinales, c'est-à-dire des modifications, des manipulations génétiques qui pourraient avoir un impact seulement sur le corps d'un individu somatique ou transmis à sa progéniture germinale, eh bien, ces manipulations génétiques, dont vous savez qu'elles sont possibles, eh bien, beaucoup de gens, pendant un temps, s'étaient interrogés sur le fait, est-ce que c'est licite finalement, de designer son enfant à venir, en faisant qu'il soit grand, beau, intelligent, qu'il ait plein de mémoire. Et quels sont les outils que nous avons pour éviter cette amélioration, entre guillemets, de l'homme, qui peut aboutir éventuellement à une transformation de l'espèce humaine, en modifiant son équipement biologique et génétique. Eh bien, je crois que l'écueil consiste à invoquer seulement la notion d'autonomie. Si vous invoquez seulement la notion d'autonomie, vous direz que toute technique permettant à l'individu de faire des choix et d'en changer, donnant plus de possibilités, est positive. Et donc, vous accepterez toute, finalement, technologie augmentant l'individu. Ce faisant, cet argument
ne permet pas de garantir, ne garantit pas l'égalité que pourtant souvent ces héros chérissent. Je m'explique. Par exemple, si les thérapies géniques étaient autorisées au nom de la liberté qu'elles donnent à l'individu, eh bien cette liberté des parents qui designent leur enfant ne respecterait pas la liberté des autres parents qui ne voudraient pas équiper ainsi de manière génétique leur progéniture. Donc ça veut dire que c'est une argumentation, la liberté qui n'est pas suffisante. Mais plus fondamentalement, je crois qu'au lieu de dénoncer ces technologies ou de même d'emblée les écarter, je crois qu'une ligne d'argumentation plus intéressante est peut-être pragmatiste, c'est-à-dire tournée sur les conséquences. Et par exemple, s'agissant de l'exemple que j'ai utilisé, les modifications génétiques sur sa progéniture, eh bien, on peut s'interroger sur la compatibilité ou l'incompatibilité entre cette intervention-là génétique et le sens de la parentalité, qui est l'ouverture à ce qu'on n'attendait pas, qui est l'amour parental qui n'est pas proportionnel aux performances des individus. Donc là, il y a peut-être, de manière générale, par rapport à toutes les technologies ou les pratiques médicales, peut-être que le rôle du philosophe n'est pas de dire si elles sont bonnes ou mauvaises en soi ou à la lumière d'un principe du bien qui sera un peu figé, mais plutôt d'aborder une démarche plus conséquentialiste où on s'interroge sur leur impact, sur le sens des institutions, sur le sens de la parentalité par exemple. Et là, je trouve qu'on a quand même des repères tout à fait intéressants pour délibérer en évitant les deux écueils, une éthique qui s'en tient qu'à l'autonomie, à la liberté, mais qui finalement est grosse de tout un tas de conséquences prévisibles, et l'autre écueil qui est une philosophie où il ne faut jamais toucher quoi que ce soit, une philosophie un peu essentialiste qui dirait que justement, eh bien, il ne faut pas de technique, il ne faut pas changer, il ne faut pas de contraception, il ne faut rien du tout, parce qu'on sort des mains de Dieu et qu'il ne faut pas y toucher. Bon. Donc là, je crois qu'on a des choses importantes. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est que l'éthique de la vulnérabilité que j'ai essayé d'élaborer dépasse largement le champ de l'éthique médicale, même si elle est née au départ au chevet des malades, avec cette interrogation sur justement ce qui fait l'humanité de l'humain en deçà ou au-delà des capacités cognitives, en deçà ou au-delà du logos, c'est-à-dire de la raison du discours. Et cette réflexion sur la passivité, eh bien, elle m'a permis d'articuler 3 catégories. Je l'ai dit tout à l'heure, autonomie, vulnérabilité, mais la troisième, qui est peut-être la plus importante, c'est la responsabilité. Alors la responsabilité, c'est quoi ? Eh bien, c'est pas seulement l'obligation, c'est pas seulement lié à des engagements préalables que j'aurais pris comme parent, comme professeur. La responsabilité, c'est une atteinte du sujet, c'est une altérité en moi, c'est-à-dire que la liberté, ou plutôt l'existence de l'autre, me met en question. C'est un dérangement, c'est une sorte de manière d'être saisie de sa souveraineté. Nous ne sommes pas seuls. Et moi, je vais essayer de montrer dans un second temps que l'individu est carrément une fiction, parce qu'au sein de mon existence, dès que je mange, il y a l'existence je suis en contact avec tous les autres hommes et les autres vivants. Mais ici, quand j'étais dans cette première partie de mon travail, l'éthique de la vulnérabilité, j'ai eu l'ambition de construire une philosophie du sujet qui soit une alternative à la pensée de la liberté, à la pensée de la performance, qui travaille la société et qui est seulement retenue parmi les critères de la délibération, du politique. Et en particulier, moi, j'ai essayé de construire un concept rigoureux de la responsabilité qui permette d'étendre notre responsabilité aux autres vivants et aux écosystèmes. Mais au lieu de seulement étendre cette responsabilité à d'autres êtres qu'aux humains actuels, donc aux générations futures, à la nature et aux animaux, j'ai plutôt travaillé de la manière suivante. C'est-à-dire que les éthiques environnementales, qui sont nées dans les années 70, les éthiques animales, qui sont nées également dans les années 70, ont été tout à fait très fortes, mais se sont focalisées sur le statut moral, voire juridique, qu'on accorde aux écosystèmes, à la nature, donc qui n'aurait pas seulement une valeur instrumentale, ou aux animaux, qui ne compteraient pas pour rien. Et à partir de là, elles dénonçaient les pratiques abusives vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux. Donc elles se focalisaient sur l'objet de la représentation. Moi, l'objet de la responsabilité. Moi, je me suis plutôt focalisée sur le sujet de la responsabilité, c'est-à-dire sur ce que disent de
nous nos usages de la terre, ce que disent de nous en particulier nos usages des animaux, c'est-à-dire de ces autres existences, de ces êtres pour lesquels leur vie est aussi importante pour eux que la vôtre l'est pour vous, ces êtres qui sont vulnérables, qui partagent avec nous cette passivité, mais qui aussi sont des subjectivités, c'est-à-dire qu'ils éprouvent leur vie à la première personne. Il y a quelqu'un derrière la fourrure et les plumes, même si ce quelqu'un ne sait pas s'il est kantien ou heideggérien, même si ce quelqu'un n'est ni à droite ni à gauche, même si ce quelqu'un ne peut pas être un agent délibératif et être un membre du contrat social, mais il compte. C'est une subjectivité non représentative. Et pour moi, ce que nous faisons de ces autres existences est un coup de projecteur sur l'injustice de notre justice. C'est-à-dire que pour moi, les usages de la nature et des autres vivants me permettaient de voir qui suis-je, c'est-à-dire que sommes-nous pour accepter de faire ceci ou cela. Donc c'était vraiment une réflexion qui visait à rénover l'humanisme, pour le sortir de peut-être cette violence constitutive qu'il a eue, en tout cas que dénoncent Claude Lévi-Strauss et Derrida. Mais moi, fondamentalement, plutôt que de m'acharner à dénoncer l'humanisme comme l'ont fait ses grands prédécesseurs, je me suis plutôt interrogée sur ce que serait une éthique et une politique qui prendraient au sérieux l'appel de l'animal. Mais pour revenir à cette question du fait que nos rapports, par exemple, aux animaux sont une question de justice et pas seulement de morale ou de cruauté, je vais m'expliquer, parce que ça ne va pas de soi. Eh bien, en effet, par exemple, prenons l'exemple de l'élevage industriel. Pourquoi est-ce pour moi une injustice et pas seulement une question de cruauté? Eh bien, parce que dans l'élevage industriel, non seulement l'élevage, qui est une relation vivante et calquée sur l'industrie, c'est déjà une confusion des sphères de biens, mais surtout, on organise la production à partir d'un chiffre optimal de production, justement, mais aussi en interdisant finalement aux animaux d'accomplir leurs besoins de base. C'est-à-dire que les besoins éthologiques des bêtes, le besoin de la poule de prendre des bains de poussière, d'étendre ses ailes, de pondre en étant soustraite à la vue de ses congénères, eh bien, les besoins éthologiques des bêtes sont frustrés et ne sont pas respectés. Or, ces besoins éthologiques, nous n'en sommes pas les auteurs, mais ils limitent de l'intérieur notre droit d'user comme bon nous semble des animaux. Et pour moi, donc l'élevage industriel est un exemple du droit absolu que nous nous sommes octroyés d'organiser l'élevage au mépris des normes éthologiques des bêtes. Et d'ailleurs, loin de moi l'idée de dire qu'on aurait fait ça depuis le début, que ce serait dans la Bible, puisque dans le récit de la Genèse, comme vous le savez, Dieu fait les animaux selon leur espèce, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait pour les hommes, ce n'est pas anthropocentriste, mais qu'il y avait un critère axiologique extérieur à l'humain. Mais donc dans l'élevage industriel, qui est vraiment une création qui s'est répandue après la Seconde Guerre mondiale et qui était déjà en projet à la fin du 19e siècle, on a une transgression majeure, car nous nous octroyons un droit absolu sur d'autres existences et donc ça veut dire que la question animale est un coup de projecteur non seulement sur les fondements du droit mais aussi sur l'organisation du travail, donc calqué sur l'industrie et aussi, dont vous le savez, que les éleveurs également souffrent. Donc les animaux n'en sont pas les seules victimes. Donc là vraiment, la construction d'un concept de responsabilité permettait pas seulement de dénoncer cela, mais aussi de faire surgir donc l'idée d'une justice qui soit pas seulement étendue aux autres êtres qu'aux humains, mais qui justement nos rapports aux autres êtres, aux humains et aux non-humains, était aussi quelque chose qui renvoyait à ce que nous sommes, au quiz du qui suis-je. Alors le deuxième chapitre de cette philosophie de la corporéité, eh bien, il va être relatif à ce que j'appelle une philosophie des nourritures. Où là, ce n'est plus la douleur, ce n'est plus l'altération du corps, ce n'est plus la passivité, donc la puissance finalement du sujet qui va m'interroger, c'est plutôt la dimension de plaisir, c'est plutôt l'immersion dans le monde sensible qui est tout à fait claire dans justement l'alimentation qui va être le paradigme de cette pensée, de cette philosophie. Alors les nourritures, ce ne sont pas seulement les aliments, bien qu'ils occupent une place importante. Les nourritures désignent pour moi tout ce dont je vis, qui est à la fois naturel et culturel, le travail, les arbres, l'air que je respire, les aliments que je mange, la mer, etc. Mais il y a l'idée, quand on parle de nourriture, il y a premièrement l'idée qu'on ne parle pas de ressources, c'est-à-dire qu'on ne va pas penser le monde comme étant seulement instrumental, comme étant relatif aux outils, aux ustensiles. On va plutôt penser
penser qu'il déborde cela, qui n'est pas seulement cela en tout cas. Et aussi, on va insister sur la dimension de plaisir, c'est-à-dire que non, je mange certes parce que ça répond à mes besoins, mais très vite les besoins virent en plaisir. Très vite, il y a cette indépendance dans la dépendance qui signale justement quelque chose d'originaire, mais qu'on a oublié, qui est justement cette complaisance dans les choses, cette complaisance dans le sensible qui s'exprime dans le plaisir justement. Et donc je vais prendre au sérieux justement cela, en montrant que justement le plaisir qui est une fin en lui-même, c'est-à-dire que justement on n'est pas seulement, je le disais tout à l'heure, on ne mange pas seulement pour survivre, comme disait Lévinas, vivre est une sincérité, je me nourris aussi de l'activité par laquelle je mange, pas seulement parce que ça me permet de reconstituer mon énergie, mais parce que l'activité elle-même me complaît. Et cela, qu'est-ce que nous apprend le plaisir si on en fait justement une dimension fondamentale de l'existence? Eh bien, ça nous apprend le fait que la vie est une manière d'être qui dépasse le non-mourir. Et ce rapport primordial au plaisir, cette complaisance dans les choses que nous éprouvons, souligne l'amour, le caractère originaire de la vie, de l'amour de la vie. Alors, disant cela, je ne suis pas angélique, mais au contraire, mais je m'oppose aux philosophies de l'existence, aux philosophies qui ont eu tendance à considérer que parce que nous ne choisissons pas de naître, parce que nous ne choisissons pas de mourir, parce que y a plein de choses qui nous échappent, alors nous sommes dans la déréliction. Nous sommes jetés dans un monde où on ne sait pas quoi faire. Alors bien sûr, la plupart du temps, on a l'impression d'être dans un monde où on ne sait pas ce qu'on fait là, certes. Et de même, la déréliction est fondamentale dans un monde où 865 millions d'individus souffrent de faim et 2 milliards souffrent de malnutrition, ce qui fait 3 milliards sur 7 milliards et demi, ce qui est quand même énorme. Donc la déréliction est effectivement importante dans notre monde. La privation est importante dans notre monde, la privation des nourritures et la privation extrême qu'est la faim. Mais la déréliction, elle est sociale, elle est seconde. Elle n'est pas originaire, elle n'est pas au cœur de notre existence. Et je crois que ça, justement, la prise au sérieux, d'une certaine manière, les philosophies de la liberté sont obsédés par le pouvoir, par la maîtrise que j'ai sur les phénomènes, et donc ont été amenés à rejeter un peu le corps, ou du moins à interpréter tous les phénomènes échappant à ma conscience, à ma constitution, comme étant la preuve de ma déréliction. Et cette déréliction à laquelle je ne peux échapper, ça se voit chez Heidegger, que en me projetant dans l'existence et en donnant existence à ce qui a du sens pour moi, c'est-à-dire avec une pensée très individualiste, où la fin de ma vie, ma mort individuelle est comme la fin du monde. Or, au contraire, à partir du moment où on prend au sérieux le plaisir, à partir du moment où on prend au sérieux l'existence dans sa matérialité, dans ses conditions à la fois biologiques, charnelles, mais aussi écologiques, on le verra dans un instant, eh bien, on n'a pas du tout cette polarisation ni sur la liberté, ni sur le pouvoir. Et alors, justement, moi, j'ai appelé finalement le cogito gourmand, c'était pour dire que, il n'y a pas le cogito seulement pensant, il n'y a pas le sujet pensant, mais derrière le sujet pensant et avant lui, il y a finalement le goût. Il y a donc un être qui veut manger, mais qui aussi qui brouille les dualismes, qui brouille le dualisme nature-culture, qui brouille le dualisme aussi sens-raison, puisque dans l'alimentation, ce n'est pas seulement mes sens, mais il y a aussi la dimension affective, les souvenirs, la mémoire, la dimension aussi culturelle, bien sûr, voire symbolique. Donc toutes ces dimensions qui sont tout à fait centrales dans le goût. Mais moi, ce qui va plutôt m'intéresser dans cette philosophie, laquelle est une philosophie du sentir, dont l'emblème est finalement non pas le ventre, mais plutôt la bouche, l'oralité, qui dit le rapport à l'autre, dès que je suis dans l'alimentation, l'incorporation, etc. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est la dimension éthique et politique de l'acte de manger. Et c'est celle-là que je vais faire ressortir. L'alimentation, en effet, quand je mange, eh bien, finalement, je ne suis jamais seule, même quand il n'y a personne à ma table. Parce que quand je mange, j'ai un impact sur le type de production alimentaire, sur les agriculteurs, sur les autres hommes vivant très loin de chez nous. J'ai dit tout à l'heure que 3 milliards environ de personnes souffraient de faim et de malnutrition. Il faut savoir qu'ils souffrent de faim et de malnutrition, mais habitent dans des pays où il y a une production de céréales. Seulement ces céréales, au lieu d'être consommées par ces personnes, sont
exportés pour le bétail américain et européen, et la demande en produits animaliers qui a atteint un sommet aujourd'hui, eh bien cette demande exerce une pression sur l'organisation, l'usage des terres et la distribution des nourritures. Donc la faim et la malnutrition ne sont pas un problème technique lié à un écart entre une démographie galopante et une insuffisante productivité agricole, mais c'est des problèmes de justice relatifs à nos styles de vie, mais relatifs aussi à la distribution et aux règles d'un commerce international où on échange les céréales comme on échangerait des téléphones portables, ce qui veut dire que les biens sont mis tous au même niveau. Mais alors l'alimentation, c'est donc un dire. Manger, c'est un dire. Ça dit le respect de soi, le rapport aussi à la tradition culinaire qu'on a reçue, c'est le rapport à l'autre, mais c'est aussi la place que j'accorde en mon sein à l'existence des autres hommes vivant ici ou loin de chez moi et aussi aux autres vivants. Évidemment, je veux parler des animaux, puisque l'alimentation carnée, c'est une manière de dire que j'accepte que pour me nourrir, je fasse couler le sang des bêtes. Et comme dit Plutarque, quand nous avons en abondance des céréales et des fruits, eh bien, est-il naturel et nécessaire de se nourrir du sang d'une bête qui auparavant bêlait, mangeait, etc., voulait vivre? Alors donc, il y a cette idée que l'éthique ne commence pas avec le visage d'autrui, mais elle a un sens dès que je mange. Et pourtant, ça paraît tellement innocent de manger. L'éthique, loin d'être une discipline normative liée au bien, au mal, au juste et l'injuste, elle est la place que j'accorde en mon sein à l'existence des autres hommes et des autres vivants. Donc elle est liée à ces limites, à cette place que j'accorde. Et la notion, le caractère, cette place que j'accorde est fondamentale dans ce travail. La deuxième structure de l'existence, ou existentielle, et la troisième structure d'existence que je vais décrire et qui va faire surgir un sujet toujours relationnel, puisque quand je mange, je suis toujours en rapport avec les autres hommes et les autres vivants, eh bien, ça va être la condition terrestre et la naissance. En effet, quand on parle de la condition terrestre, bon, effectivement, nous ne sommes pas hors sol, comme dans ces philosophies de la liberté où l'homme est projet, comme ça, où la nature est un tremplin de son existence et où il arrive comme ça, comme une sorte de hors sol, il n'a qu'une tête. Eh bien, nous avons les pieds sur terre, nous occupons un espace, nous habitons quelque part et nous verrons, nous cohabitons avec les autres humains et les autres animaux, mais surtout il y a cette réflexion sur les paysages, les milieux. Le milieu, bien c'est pas la nature, parce que la nature elle est rarement vierge. Le paysage, les milieux sont à la fois géographiques et sociaux, sont construits par l'histoire. Il y a ce mélange d'histoire et d'historicité et de géographie. Et il y a cette co-institution entre moi et le milieu, c'est-à-dire que nous changeons les milieux, nous interférons sur eux, nous les composons. Le mot composé, façonnons, le paysan Pango qui façonne paysage après paysage, mais en même temps il nous façonne et le lieu est quelque chose, se sentir bien dans un lieu ou pas, c'est tout à fait important dans l'existence comme expérience. Et surtout, profondément, cette réflexion sur les milieux soulignent le fait que notre existence se déroule à un double niveau, à un niveau individuel, mais aussi nous avons une double vie. Elle se déroule aussi à ce niveau qui n'est pas seulement individuel et qui est constitutif de ce que les Japonais appellent Aida, ce qui est constitutif de l'humain, ce qui est entre nous, l'entrelien, on pourrait traduire ça. C'est-à-dire que nous, occidentaux, nous avons tendance à penser que le point de départ de l'éthique, de la politique, c'est l'individu, le point d'arrivée, c'est aussi l'individu. Or, en fait, l'individu, ça n'existe pas. C'est jamais uni, il est toujours en relation avec les autres. Et surtout, même quand j'ai froid, je ne vise pas le froid, mais je prends un pull vert, je prends, s'il pleut, un parapluie, c'est-à-dire que je me remets dans les pas des gens qui ont construit ces choses-là. Et plus fondamentalement, vivre, c'est à la fois vivre pour soi, mais c'est aussi vivre par rapport au monde commun. C'est-à-dire au monde qui est commun aux générations passées, présentes, futures, et qui contient les œuvres des hommes et les œuvres naturelles. Ce monde commun dont Hannah Arendt, dans La condition humaine, disait qu'il confère une transcendance dans l'immanence à notre existence. Il confère une épaisseur à l'existence individuelle et à l'existence collective. Car elle ajoute que sans ce monde commun, qui, je le répète, donc est le monde commun aux générations passées, présentes, futures, et qui contient les œuvres des hommes, et moi j'ajoute la nature et les autres vivants, eh bien sans ce monde commun, il n'y a pas d'espace public, dit-elle. Autrement dit, la politique est borgne. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Donc vous voyez déjà, à partir du moment où on fait surgir un sujet
sujet toujours relationnel, toujours en rapport avec les autres hommes et les autres vivants, et toujours lié aux générations passées, présentes et futures. Forcément, il faudra que les générations futures, les animaux s'invitent à la table des négociations. On ne pourra pas borner le politique à un jeu à deux, centré seulement sur la conciliation des libertés individuelles et sur la réduction des inégalités entre hommes actuels. Troisième existentiel, donc le fait d'être né. Souvent, les philosophes ont plus insisté sur la mort que sur la naissance. La naissance, pourquoi c'est absolument génial de réfléchir sur le fait d'être né? D'abord, effectivement, la naissance, c'est pas une expérience que je fais à la première personne. Je me souviens pas de ma naissance. Souvent, je ne sais que ce qu'on m'a raconté. Mais surtout, il y a dans la naissance, cela installe l'intersubjectivité au cœur du sujet. Il y a le trouble de plusieurs existences derrière la mienne, plusieurs existences, parce que mon existence remonte à mes ancêtres et par-delà mes ancêtres à cette liaison ombilicale des vivants, comme disait Ricoeur. Ce qui veut dire aussi que les actes que je pose dans l'existence et qui sont de mon chef, qui me ressemblent, eh bien, sont toujours après coup, après ce premier moment qui ne dépend pas de moi, où je suis déjà née, où je suis toujours déjà plus vieille que moi-même. Donc c'est tout à fait, et cela, la naissance, loin d'être la marque de ma facticité, comme chez Heidegger, est au contraire le signe qui plusieurs existences débordent la mienne. Donc là aussi, les générations, je suis débordée en amont et en aval. Donc comment pourrons-nous borner le politique à ce jeu à deux entre humains actuels? Et vous voyez que loin d'inviter les générations futures, les animaux et la nature de l'extérieur, parce que ça me plairait, mais je vais les inviter à la table des négociations politiques car ils sont au cœur de mon exister. Le quatrième existentiel, c'est l'habitation. L'habiter, parce qu'on a besoin d'un lieu où se poser et pas être comme dans un garage humain, pas être parqué n'importe où. Eh bien, habiter suppose un bâtir, et bâtir, c'est faire habiter. Il y a une réflexion sur l'architecture, qui parfois a été une architecture hors sol. Il y a une réflexion sur l'agriculture, qui fait partie de la culture. Mais plus fondamentalement ici, je m'en tiendrai à l'idée que habiter, c'est toujours cohabiter avec les autres hommes et avec les autres vivants. Les animaux, les oiseaux traversent les cieux, nous partageons, quand il y a déforestation en Amazonie, on pense que la terre est vierge, or elle est occupée par des animaux, par des orang-outans qui vivent comme des souverainetés, c'est-à-dire qu'ils veulent sur un territoire donné organiser leur vie comme bon leur semble. Donc là, il y a une réflexion sur une théorie de la justice comme partage des nourritures qui intègre nos interactions avec les autres humains et les autres vivants, mais qui aussi, vous voyez, lié à la question des limites. Et voilà. Donc, à partir de ces existentions, on a vu surgir un sujet toujours relationnel, toujours en rapport avec les autres hommes et les autres vivants, débordé en amont et en aval. Et donc, cela va s'inviter au cœur du politique. Donc, ma partie sur la politique qui va concerner donc le contrat social. Alors, je vais dire un mot sur cette idée du contrat social qui n'est pas un fait, qui n'est pas l'origine de l'État, parce que je pense que, comme le dit Hume, l'origine de l'État, c'est sûrement l'usurpation et ensuite l'habitude, mais le contrat social, c'est un cadre théorique, c'est une norme qui a un avantage, deux avantages. Le premier, c'est de dire que nous ne sommes pas comme des abeilles qui voyons tout de suite le bien commun, nous avons besoin de l'instituer, déjà pour éviter la guerre, mais ensuite, c'est pour intégrer un bien commun qui excède les générations actuelles. Mais aussi, le contrat social, c'est ce moment qui peut être intéressant pour dire ce que nous voulons faire et nous voulons être. Un moment un petit peu décisif, et je crois que nous sommes arrivés à ce moment-là. Donc, à chacun des théoriciens fondamentaux du contrat social, Hobbes, Rousseau, Locke, je prends quelque chose. Donc, à Hobbes, cette idée d'une artificialité du bien commun, du fait qu'on ne va pas asseoir la décision politique sur des valeurs que d'aucuns déclaraient comme surplombantes, mais qui seraient finalement relatives à leur point de vue, mais on va instituer le bien commun par un travail de réflexivité sur nous-mêmes, sur ce que nous voulons être. À Locke, je reprends cette idée fondamentale que les droits de l'homme rencontrent une limite. Je prends l'exemple, vous savez, dans ce chapitre 5 du second traité du gouvernement civil, où le libéral politique économique Locke dit que le droit de propriété, c'est très bien, et que même on a le droit de faire de l'argent, d'amasser plus de biens que ce dont on a besoin, mais il ne faut pas gaspiller les ressources, il parle de ressources, et surtout il ne faut pas priver les autres hommes de l'accès en quantité et en qualité des ressources. C'est-à-dire que ce n'est pas l'agent moral individuel qui use de tout ce qui est bon pour sa conservation, qui est le pilier des droits de l'homme, mais il y a vraiment des normes prépolitiques qui nous permettent de faire ce que moi je sais de faire, c'est-à-dire compléter les droits de l'homme pour faire que l'agent moral individuel qui tourne son repos sur lui-même avec ses droits et ses envies pressantes, comme disait Strauss, ne soit pas le cœur de ces droits de l'homme, mais qu'on pense justement
justement ce sujet incarné, toujours relationnel, et qui a en lui-même le trouble de plusieurs vies, et qui donc va, évidemment, dans la théorie de la justice que je propose, je vais renforcer le pilier libéral, notamment dans le rapport à autrui, pour ne pas confondre la morale et le droit, pour faire que l'État ne s'invite pas dans les chambres à coucher, pour que la souveraineté du sujet, je suis vraiment libérale, soit fondamentale. On n'impose pas les choses de l'extérieur, mais à partir de ces 3 premiers principes qui garantissent les libertés fondamentales, je vais montrer que, par exemple, vivre, c'est pas survivre, le droit à l'alimentation ne peut pas être un droit sur le papier, que l'amélioration de la condition animale est un principe de la justice. Et vous voyez que l'antispéciste radical abolitionniste que je suis ne plaque pas ses opinions dans la politique, mais essaie de voir que dans la mesure où les animaux entrent toujours dans nos vies, eh bien, on peut trouver un accord sur fond de désaccord et envisager que dans les négociations sur l'agriculture, l'alimentation, le transport, il y ait une amélioration de la condition animale. Et d'autres principes, comme le principe d'irréversibilité par rapport notamment à la question nucléaire, les déchets, tout ça, par rapport aux générations futures. Donc vous voyez, à chaque théoricien, donc Hobbes, Locke, mais aussi Rousseau, je prends cette idée fondamentale qui est qu'il faudrait que les hommes fussent avant les lois, ce qui ne peuvent être que par elles, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a l'idée de changer un peu, pas la nature de l'homme, mais du moins c'est très moraux. Il y a l'idée que pour que l'homme intègre dans son bien propre le bien commun, un bien commun que moi j'ai enrichi par la question animale, par la question écologique, eh bien il faut penser sans doute à ce qui va lui donner le sens de l'obligation, ce qui va lui donner du plaisir à faire, par exemple, à adopter un mode de vie plus sobre, etc. Donc ça, c'est tout à fait, ça pointe vers une réflexion sur l'éthique des vertus, qui n'est pas une éthique des vertus au sens où les vertus seraient contraires aux vices, qui est plutôt une réflexion sur l'ensemble des traits moraux qui peuvent être importants pour encourager telle ou telle chose et qui sont importants dans tous les domaines, dans l'entreprise, dans la médecine, etc. Et de Rawls, comme je l'ai dit, je prends cette idée du pluralisme, le fait que nous avons des opinions divergentes et que justement en politique, on va trouver des accords sur fond de désaccords. Donc dans la partie normative du contrat social, eh bien j'énonce des principes de la justice de manière suffisamment large, mais pour que finalement chaque société puisse traduire à sa manière, selon ses priorités et selon ses coutumes, la manière dont elle peut entendre l'amélioration de la condition animale, entendre le fait que il y a un critère d'irréversibilité pour les générations futures, etc. Donc, John Rawls, le célèbre auteur de la théorie de la justice que tu viens de citer. Alors, il me reste donc 10 minutes, donc je ne dépasserai pas. Donc, je vais finir par, donc, vous voyez, c'est cette théorie normative qui fait que, à partir du moment où le sujet décrit dans la matérialité de son existence, avec des choses très simples, comme manger, être né, habiter, qui nous concernent tous, à partir du moment où cela rafraîchit le sens de l'éthique, qui commence dès que je mange, qui est la place que j'accorde dans mon sein à l'existence des autres, eh bien, à partir de ce moment-là, on voit que les finalités du politique changent et que aux finalités classiquement dévolues à l'État, réduction des inégalités et surtout sécurité, conciliation des libertés individuelles, s'ajoute, mais non pas de manière extérieure, la protection de la biosphère, de l'écologie, donc qui est justement la condition de mon existence, et l'amélioration de la condition animale, et aussi le désir de bien vivre, pas seulement de survivre. Donc là, c'est une notion de convivialité. Alors moi j'ai essayé aussi dans tout ce travail sur les nourritures, c'était vraiment une réflexion pour faire de l'écologie le chapitre d'une philosophie de l'existence. Car ce qui est problématique dans les écologies politiques, qui existent depuis très longtemps, c'est que souvent, on le voit chez le grand philosophe norvégien Hennes, qui est mort il y a quelques années, on voit qu'il va reconstruire la politique à partir de normes écologiques qui ne parlent qu'aux écologistes. C'est-à-dire la réduction de la natalité, c'est-à-dire l'acceptation de la valeur intrinsèque ou non instrumentale des écosystèmes, l'égalité des formes de vie. Vous voyez. Et moi, au contraire, ça peut pas marcher. Mais moi, au contraire, j'essaie, en décrivant justement l'existant, nous, autrement, de faire que s'invite à la table des négociations que nous, seuls humains actuels, faisons, mais d'autres finalités que celle de l'individu, du jeu entre individus, voire entre nations. Alors maintenant, comment tenir les promesses concrètement de cela, le toit je vais parler très brièvement des innovations institutionnelles qui seraient importantes pour tenir ces promesses, et en particulier pour
corriger ou compléter, la démocratie représentative. La démocratie représentative, eh bien, elle est née dans un contexte démographique, écologique, social, économique différent du nôtre. Et surtout, elle est impuissante à prendre en considération les enjeux environnementaux qui sont globaux, transversaux, parfois invisibles. Par exemple, les perturbateurs endocriniens, vous ne pouvez pas savoir si vous les subissez. Pourtant, ils auront des conséquences majeures sur votre santé. Autrement dit, le ressort de la démocratie représentative, c'est-à-dire le fait de choisir le représentant le plus à même de défendre mes intérêts, eh bien, il est un petit peu rompu. Il faut donc améliorer, amender cette démocratie représentative afin de lutter contre le présentisme qu'elle encourage, le fait qu'elle représente nécessairement les intérêts immédiats des hommes actuels, pour justement la rendre capable d'envisager, de représenter ces enjeux globaux, transversaux, environnementaux, et aussi qui, en plus, dont les conséquences ne sont pas toujours prévisibles. Et pour cela, je propose, comme Dominique Bourg, mais un petit peu différemment de lui quand même, de créer une troisième chambre à côté des deux chambres électives, une chambre composée de personnes qui ne seraient pas élues donc, mais qui auraient pour mission de veiller de manière transversale à ce que dans les politiques, dans les propositions de loi sur l'agriculture, le transport, je ne sais, soit envisager un volet environnemental. Parce que bien souvent dans nos politiques, nous sommes atomistes. C'est-à-dire que d'un côté, on dira, comme Stéphane Le Foll, vive l'agroécologie, et puis vive la ferme des villes vaches. Bon. Donc il y a des contradictions. Or justement, c'est un petit peu normal. Donc pour l'écologie, comme la question animale, ne peuvent être envisagées politiquement que de manière transversale. Et il me semble qu'une chambre non élective permettant de voir, comme de mettre seulement son veto finalement quand les propositions de loi ne respectent pas ce volet environnemental, eh bien serait tout à fait intéressante. Je propose également, en raison de la complexité de certains enjeux environnementaux, je pense au climat, qui nécessite des médiations scientifiques, justement de permettre cette reconfiguration des rapports science-société-pouvoir, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il y a des questions liées à la bioéthique, à l'écologie, eh bien les parlementaires auditionnent des gens, et puis après ils font un résumé, une synthèse des auditions, en ne prenant que les points de vue qui leur agréent d'ailleurs, et puis après, voilà, ils vont défendre ça. Or, je crois que c'est un petit peu de l'amateurisme. Il y a sur les questions du climat, sur la biodiversité, des données internationales qui mériteraient d'être prises au sérieux, débattues dans une sorte d'académie du futur ou de l'académie des vivants et de la biosphère, et qui permettrait d'avoir des repères à partir desquels on peut envisager non pas une décision mais une délibération, car il n'est pas question de fonder la politique sur l'expertise, qui est à la fois une méprise sur ce que l'expertise et sur la politique qui n'est pas là pour qui est pris qu'il y a une prise de risque, à une décision, etc. Voir Aristote. Donc du coup, il y a toutes ces choses-là. Et puis, je pense que ça, c'est un volet institutionnel. Mais ce volet institutionnel, si on ne travaille que sur cela, il est... Alors moi, j'ajoute évidemment dans cette troisième chambre des gens concernés fondamentalement par la question animale, vous imaginez. Hein. Mais si on travaille que sur ce volet institutionnel, qui donc renvoie à des modifications des instances délibératives, on ne peut pas rénover la démocratie. Je crois qu'un autre volet important, c'est vraiment une évolution de la démocratie concurrentielle qui est la nôtre, qui est fondée sur un marchandage et surtout sur des oppositions binaires, droite-gauche, conservatisme, progressiste, qui souvent ne permettent pas d'entrevoir les enjeux fondamentaux des questions qui m'intéressent moi, c'est-à-dire des questions qui dépassent le problème de la coexistence pacifique des libertés et ont un impact sur le sens des institutions, la question de la fin de vie, du suicide assisté, l'impact sur les générations futures, impact sur les animaux, etc. Donc pour cela, on devrait peut-être évoluer d'une démocratie délibérative qui fonctionne avec une rhétorique plébiscitaire, où la parole écrase, vers une démocratie plus délibérative, où l'argumentation a toute sa noblesse et où surtout les débats politiques sont enrichis. Parce que sur les questions qui m'intéressent, donc dans ces trois champs de l'éthique appliquée que j'ai pas mal travaillé, on ne peut pas s'en tenir seulement aux résultats, au consensus par recoupement, aux résultats en mettant de côté les fondations ontologiques, les fondations philosophiques qui expliquent ces positions. Sur l'écologie, on ne peut pas seulement s'en tenir aux résultats, il faut donc formuler les positions profondes qui expliquent telle ou telle position politique. Et donc, il y a vraiment un enrichissement des débats politiques. Et la délibération, vous savez, c'est ce moment avant la décision qui suppose aussi que le moment clé de la démocratie, ce n'est pas un consentement donné une fois pour toutes à des mandataires, mais c'est la légitimité de la démocratie, elle est liée justement
à cette formation de l'opinion publique et à cette vigilance des individus qui, justement, sont là pour voir. Là, il me reste 2 minutes. Je vais seulement dire que cela va de pair avec aussi un changement dans la manière dont les élites s'adressent aux citoyens et même dont les intellectuels peuvent s'adresser dans les débats publics à leurs prochains. C'est-à-dire que cette démocratie élective qui fonctionne avec une rhétorique plébiscitaire va de pair avec ce que Diego Gambetta, qui est un politiste italien, appelait le machisme discursif, qui veut dire que vraiment, voilà, les gens arrivent avec des opinions définitives, les assènent et ne pensent pas qu'ils peuvent s'éclairer, appuyer leur entendement sur celui d'autrui. Ils savent tout, ils parlent de tout sur tout, ce que l'italien appelle un tutologhi, des tutologhi, donc ils disent pas grand-chose d'intéressant, et cela ajoute à la confusion générale. Comme disait mon maître Léo Strauss, ces jeunes nihilistes allemands des années 30 avaient besoin de maîtres à l'ancienne qui leur apprennent la rigueur. Donc, parce qu'au lieu de se jeter dans le chaos sauvage, et voilà. Donc, il y a tous ces changements, et qui évidemment sont des changements de long terme, mais qui n'ont de sens que s'ils sont ensemble, avec cette fondation qui est évidemment la partie philosophique la plus forte, je pense, la plus intéressante, le pilier, le contrat social qui est constructif, qui est reconstructif, qui est un constructivisme, c'est-à-dire que c'est à partir de principes qu'on peut faire advenir ce qu'on considère comme étant important, et puis le toit qui est un peu la cuisine permettant aux politiques de fonctionner, et sans doute aussi de réduire l'écart entre les représentants et les représentés qui plombent le politique. En conclusion, ce travail ambitieux, peut-être démesurément ambitieux, mais qui est lié à une conscience très aiguë du mal, d'une des figures du mal qui, pour moi, je le dis clairement, est aujourd'hui ce qu'on fait aux animaux, puisque c'est une des questions qui m'a kidnappée, eh bien ce travail se situe dans l'héritage des Lumières, qui avait un nom, une tâche et une devise. C'est très intéressant, dans le texte de 1784, qu'est-ce que les Lumières, Wassistaufklärung, ou d'ailleurs dans l'allemand on entend le fait que les Lumières sont un processus, c'est pas une lumière qu'on allume tout d'un coup, hein. C'est vraiment, il y a l'idée qu'il y a des signes avant-coureurs d'une époque qui cherche à se dire. Alors chez Kant, c'est la Révolution française et l'enthousiasme qu'elle a généré chez ceux qui ne l'ont pas fait, dit-il, mais qui fait que la démocratie semble irréversible. Pour moi, il y a 3 signes avant-coureurs que j'ai un peu perçus et que j'essaie d'accompagner, voire d'orienter. C'est l'entrée de l'écologie au cœur des débats, qu'on le veuille ou non, l'entrée de la question animale comme une question qui perturbe un certain nombre de personnes, y compris ceux qui ne sont pas, comme moi, à ce point marqués par cette question, et ensuite le fait que beaucoup d'individus veulent se réapproprier leur vie là où ils peuvent, en mangeant, en habitant mieux, en essayant de mieux vivre, surtout dans justement un moment où on a vraiment l'impression qu'on marche sur la tête. Et en plus, ces personnes dialoguent sur Internet. Et tout cela, ces 3 signes avant-coureurs, bien moi j'ai essayé d'accompagner ce processus en cours, mais justement en donnant des outils théoriques, à la fois dans un volet donc anthropologique, volet fondationnel, mais aussi dans un volet constructif pour justement orienter la manière dont on peut organiser le bien commun. Et je finirai par une citation de Paul Éluard, le grand résistant, parce qu'elle est assez emblématique de ce climat-là, donc qui est marqué à la fois par un désir de construction, mais par une conscience très aiguë du mal possible. Ce petit monde meurtrier est orienté vers l'innocent, lui ôte le pain de la bouche et donne sa maison au feu, lui prend sa veste et ses souliers, lui prend son temps et ses enfants. J'ai vécu comme une ombre, et pourtant j'ai su chanter le soleil entier, celui qui respire, dans chaque poitrine et dans tous les yeux, la goutte de candeur qui luit après les larmes. La dernière nuit, et il ajoute en disant « Des hommes vont venir qui n'auront plus peur d'eux-mêmes. » À mon avis, ce sont des femmes. Donc un très grand merci à Corinne pour cet exposé passionnant, brillant, qui va susciter sans doute un certain nombre de questions. Et je peux commencer d'ailleurs par un éclairage qui ne sera pas superflu, j'imagine. Tu te décris comme une antispéciste radicale, est-ce que tu peux préciser ? Ah oui. Pour pas mal de gens ici, je suppose. Alors le spécisme, c'est un terme forgé en 71, qui aura beaucoup de succès, parce qu'il va être au cœur du travail de Peter Singer, qui a écrit cette Bible de l'éthique animale, qui est Animal Liberation, en 1975. Le spécisme, c'est l'idée que l'exploitation, enfin la discrimination d'un être en raison de son appartenance à une espèce est aussi grave, ou en tout cas est grave.
De même que le racisme, discrimination d'un être lié à une appartenance ethnique et tout ça, et le sexisme. Donc c'est vraiment, c'est l'idée que l'exploitation animale ne va pas de soi. Bon, alors je suis un peu provocatrice quand j'ai dit antispécisme radical, bien que moi je sois quand même, je pense de plus en plus antispéciste. En général, on ne s'arrange pas avec. Et tu mets en application d'ailleurs dans ton quotidien, c'est-à-dire que est-ce que tu es végétarienne, moi je sais, mais en passe d'être végane. Ah oui, carrément. Oh bah donc oui, et la partie, ce sont les fondamentalistes. Hein. Non, parce que non, mais je provoque moi aussi, je provoque. Intéressant. Il y a deux végétarismes ou deux véganismes. Il y en a un qui est militant, qui est lié aux conditions actuelles d'abattage et d'élevage des animaux, qui est absolument insoutenable, qui est un problème de justice et qui est une honte. Ça justifie un végétarisme qui peut être provisoire et qui est militant. Et puis il y a un végétarisme, voire un véganisme plus profond, qui est lié à la question de Plutarque. Quand on a en abondance des céréales et des fruits, et qu'on peut se nourrir comme cela, pourquoi faire couler le sang des bêtes? Alors ça, c'est un végétarisme qui est indécidable, qu'on ne peut pas imposer à autrui, ni vraiment à qui que ce soit, et qui suppose sans doute quelqu'un qui a redescendu cette couche du vécu qui précède le concept. Rappelez-vous ce que dit Rousseau dans cette fameuse note du second discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, quand il parle de la pitié comme identification pré-rationnelle et pré-réflexive. C'est-à-dire, je suis sensible à tout être qui souffre avant même de savoir que je suis telle ou telle personne, de telle ou telle classe sociale, etc., ou de telle ou telle espèce. C'est-à-dire, vraiment, je pense que l'amour des bêtes dont parle Zola, que moi j'ai fondamentalement, eh bien, effectivement, est lié sans doute à cette redescente à un niveau qui n'est pas finalement lié au logos et tout ça. Ça peut être curieux pour une philosophe qui passe son temps à travailler, écrire, etc. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, mais moi, je pense que le point de départ, même chez moi, mais du traumatisme lié à l'exploitation actuelle des bêtes, c'est l'élevage industriel des animaux pour leur chair, pour la fourrure et le nombre d'individus sacrifiés pour des plaisirs futiles et substituables. Je demandais peut-être à Alexandre en régie de mettre un petit peu plus de lumière sur le public. Où est-il, Alexandre? Oui, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Mais l'idée centrale, c'était qu'en politique, on est obligé non seulement de faire un pas de côté, mais de penser des accords sur fond de désaccords. Justement parce que Rawls montre bien non seulement qu'asseoir une politique sur des valeurs, c'est violent, c'est qui suis-je pour imposer les valeurs de quelqu'un, mes valeurs, mais aussi c'est vraiment, il y a ce respect du pluralisme. C'est pour ça que moi je me définis comme libérale, avec l'idée qu'on a des opinions, des horizons axiologiques différents et qu'il s'agit d'instituer le bien commun en trouvant des accords sur fond de désaccords. Et je prenais cet exemple parce que quelqu'un de fondamentalement aussi radical que moi ne parle pas dans ce livre, par exemple, je parlerai seulement de l'amélioration de la condition animale, du retour progressif à un élevage extensif. Ce que des amis abolitionnistes me diraient, mais tu es une traître. Or, non, parce que le passage de l'éthique très intransigeante aux politiques suppose, non cette compromission, mais ce travail-là. Voilà, donc ça c'est assez important. Alors, je vous laisse la parole, à condition que vous posiez des questions circonstanciées et courtes. Merci beaucoup. Tu mets la pression, là. Oui. Ça tue toute initiative. Formidable. Moi, j'ai une question. Oui. Par rapport à quand tu parlais de la politique et éventuellement d'une troisième chambre. Voilà. Tout de suite m'est venu quelque chose, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui passent leur temps à empêcher ça? C'est-à-dire, on parle toujours des lobbies, parce que évidemment, quand M. Le Foll dit je suis ça et je suis ça, c'est absolument impossible à tenir. Mais il dit ça parce qu'il est, entre guillemets, il pourrait dire obligé. Tellement il y a des puissances, l'industrie des médicaments, toutes les maladies qu'on fabrique pour pouvoir. Voilà. Comment on peut empêcher ces gens de nuire? Parce que eux, c'est pas tellement la politique, c'est l'argent. Non, c'est l'argent, bien sûr. Mais je pense que, vous voyez, dans cette situation où les lobbies finalement mettent à genoux les États, finalement, moi je crois que la solution c'est l'individu qui vote en mangeant, qui a finalement un pouvoir énorme.
Et non seulement, donc là je reviens à la question des lumières, ose penser par toi-même, mais ose aussi prendre conscience du fait qu'en pleine mondialisation, tu as un acteur qui peut faire beaucoup. Et parce que si on affame l'industrie agroalimentaire, les OGM et tout, il n'y en aura plus, hein, c'est la demande qui crée l'offre. Ça, c'est très important. Et de même, il y a aussi une réflexion, parce que je sais que je m'adresse ici à des gens qui sont dans les entreprises, je n'en ai pas trop parlé, mais la question des nourritures, quand on change le mot ressources et qu'on met nourriture, ça veut dire que le profit, c'est pas seulement pour un groupe ou une personne, c'est que l'entreprise est resituée dans un écosystème. L'individu n'existe pas, c'est une fiction, mais l'entreprise n'est pas une île. Elle est aussi dans le monde commun et elle a des dimensions aussi, justement environnementales, mais pas à la manière du développement durable, mais elle a tous les stakeholders, les parties prenantes ne sont pas seulement les actionnaires. Il y a aussi toute cette réflexion-là. Le profit, donc, c'est plutôt la richesse qu'on peut penser. Vraiment, je crois que, voilà, ça c'est important aussi. Je crois que si l'économie a pris la place qu'elle a pris dans notre monde, jusqu'à devenir un économisme, jusqu'à ne plus être une fin en soi et non au service des êtres humains, c'est parce que justement on n'a pas pris au sérieux cette idée des limites à l'action individuelle liée au monde commun et aux générations présentes, passées, futures et aux autres espèces. Donc vraiment, je pense que ça, c'est important. Mais pour répondre à votre question, je crois vraiment que la seule force dans les années à venir, ce sera non seulement les individus, mais aussi les associations et les forces politiques qui s'organisent et qui aussi, moi je crois même aussi à un mouvement, évidemment philosophique, puisque bon, moi je suis philosophe, mais à un mouvement culturel. Un mouvement culturel. C'est pour ça que je commençais par Strauss. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une crise banale ou locale, on est dans une crise globale. Finalement, c'est une chance. Parce que ce n'est pas seulement une crise des ressources. C'est une crise, la crise écologique est une crise de subjectivité, de notre rapport aux autres, de l'organisation du travail qui est centrale, à mon avis, aujourd'hui. Une crise qui en dit long sur notre rapport aux autres espèces, sur la place aussi des générations futures dans nos vies, hein, et aussi sur notre réflexion sur la finitude, puisque le vieillissement de la population et le fait de vieillir, d'avoir des maladies débilitantes comme ça interroge sur les traits moraux qu'il faut peut-être acquérir pour passer ces maladies et ces périodes difficiles. Donc je crois que justement, cette crise, quand on la voit comme une crise globale, alors elle fait signe vers une rénovation de la conception qu'on a de l'existence humaine et du rapport aux autres et à ce trouble de plusieurs existences derrière la nôtre. Vraiment, l'individu est une fiction. Et cela a des conséquences dans la manière dont on pense la richesse, dont on pense l'économie, dont on pense l'entreprise, dont on pense et le politique. Et voilà. Mais je crois que ça, les politiques aujourd'hui n'en ont pas pris conscience. Il faut, je pense, que ça vienne d'un mouvement culturel puissant, à la fois philosophique, artistique, et qui rencontre les acteurs de terrain et les individus et donne des mots. Mettre des mots là où les gens perçoivent bien ce dont il est en jeu. Et cela fera petit à petit, mais sans doute longtemps, nous serons peut-être morts, mais cela petit à petit changera les choses. Oui. Vulnérabilité et autonomie, question bateau, comment analysez-vous le cas d'Anvers ? Je me suis souvent exprimée là-dessus dans le passé, mais là, Vincent Lambert est plutôt relationnel, avec des lésions irréversibles et graves du cerveau qui sont mesurées. On a aujourd'hui des outils d'imagerie cérébrale qui sont capables de donner un pronostic de récupération par un malade de ses fonctions neurologiques. Lui, ça fait 7 ans en plus, donc il a dépassé le stade d'irréversibilité, des points non-retour. La loi Leonetti permettait d'encadrer ces décisions d'arrêt de limitation des traitements. Mais cette loi Leonetti, c'était une loi qui était faite dans un contexte qui supposait la confiance des proches dans la parole du médecin et qui supposait aussi, puisque la décision était prise par le médecin, mais pas par la famille, qui supposait aussi une harmonie des membres de la famille. Or, ces deux conditions qui sont
nécessaires pour l'application de cette loi se sont plus remplis, puisque aujourd'hui il y a une érosion de la confiance dans la parole des gens qui exercent une autorité, une crise de légitimité, bon. Et tout est réciproquement. Et ensuite il y a des divisions de la famille qui à mon avis vont continuer, puisqu'avec les premiers mariages, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, enfin un peu plus les maîtresses, à mon avis, bon, ça va faire beaucoup de décisions de la limitation de traitement. Donc du coup, c'est pour ça que moi j'avais proposé de faire basculer ce dispositif juridique vers l'autonomie. Mais dans ce cas, l'autonomie, c'est exigeant. Ça voudrait dire que chacun d'entre nous, d'ores et déjà, se prononce sur ce qu'il voudrait qu'on fasse dans le cas où il aurait des lésions irréversibles et graves du cerveau. Mais dans le cas du cerveau, parce que le cerveau n'est pas un organe comme les autres, et dans le cas de l'état de Vincent Lambert, même si c'est un peu perturbant, parce qu'effectivement, les malades relationnels, ils peuvent suivre du regard, etc. Mais, on peut savoir d'ores et déjà si on veut ou pas est maintenu. Hein, puisque les directives anticipées, donc que moi je propose comme étant non seulement contraignantes, mais obligatoires, elles n'ont pas tout à fait de sens s'agissant de la fin de vie, où la personne peut vouloir, ou même du handicap majeur ou de la démence. Les personnes qui sont diagnostiquées Alzheimer, dans les jours qui viennent, elles ont envie de se suicider, et puis finalement, il y a ce qu'on appelle le disability paradox, il y a un enfermement dans le présent, qu'il y a cette maladie, et la personne peut s'habituer à son handicap. Par rapport à la fin de vie, ce qui fait que ce qu'elle a exprimé comme valant une période donnée ne vaut plus au moment. De même, la fin de vie, moi, tout ce que j'ai vu, c'est que vraiment à la fin de vie, personne ne peut savoir comment il réagira à l'approche de sa mort. Et les gens qui se disent ouais, moi j'ai envie qu'on me suicide et tout, en général, ils veulent tout sauf l'arrêt des traitements. Et d'autres personnes qui étaient plutôt contre ça demandent. Donc c'est vraiment voilà. Bon, mais moi je me suis souvent exprimée là-dessus. Notamment dernièrement dans l'autonomie brisée, mais notamment aussi dans la note que j'avais rédigée pour Terra Nova, peut-on trouver un consensus sur l'aide active à mourir, qui était une politisation de cette question. Mais ce qui est très intéressant, c'est que malgré tous les données qu'il y a au niveau des médecins, mais aussi de la réflexion éthique, on en soit toujours apatougé dans un certain amateurisme. Et voilà, c'est ça qui est tout à fait étonnant. Ce qui interroge, je pense que la démocratie mérite plus que des auditions d'intellectuels ou des débats médiatiques. Elle mérite plus que aussi le fait qu'à chaque nouvelle majorité, on reprenne un sujet et voilà. Donc ça, je pense que... Et pour finir, je dirais que à mon avis, l'évolution, ce qu'a proposé Claes Leonetti, ce qu'ils ont proposé est tout à fait intéressant. C'était déjà demandé depuis très longtemps, la sédation profonde et continue en phase terminale pour les malades en fin de vie qu'ils réclament, qui veulent mourir en dormant, les directives anticipées, mais je pense que ça ne règle pas tout, en particulier la question des personnes ayant eu accès aux soins palliatifs et n'en voulant pas ou n'en voulant plus. Et moi, c'est pour ça que j'avais proposé, alors que l'idée du suicide assisté me répugnait, j'avais proposé quand même, dans cette note justement où on trouve des accords sur fond de désaccords, où justement le philosophe m'a fait un pas de côté par rapport à ses propres opinions, j'avais proposé non pas une dépénalisation conditionnelle à la belge, parce que c'est une loi qui contient sa dynamique de plus en plus inclusive, mais plutôt de se calquer plutôt sur le modèle de l'Oregon, donc qui existe depuis 96 ou 95, qui a été aussi mis en place à Washington, dans l'État de Washington, dans le Montana, et où les patients en fin de vie, qui le veulent, se voient remis une ordonnance et ont la possibilité de prendre le produit létal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un tiers demande cela et prennent le produit, un tiers demande cela et ne prennent pas le produit, meurent normalement, et un tiers ne veulent pas. Donc je pense que c'est aussi normal, parce que, et notamment en cancérologie, dans les cancers où il y a une dégradation extrêmement importante et où la personne, là, c'est vrai, peut mourir très lentement, un sentiment de dégradation, ça peut être tout à fait intéressant. Et je pense que moi, j'avais proposé qu'on ne mêle pas trop les médecins à cela. Donc ça reste un acte privé, mais en dernier recours. Bon, ça n'a pas été suivi, mais je pense que le droit français évoluant souvent par étapes, et le législateur actuel n'étant pas forcément courageux, et ayant eu peur aussi des débats suscités par le mariage gay, bien que ce n'est pas du tout le même registre, et n'a pas voulu faire ce pas de côté. Alors même qu'au départ, le candidat Hollande était carrément pour une dépénalisation conditionnelle à la belge. Donc voilà. Mais question ?
ça plombe quand on parle de ça en général. Un peu, on a l'impression. Ouais. Tu as donc été dans ton développement très critique vis-à-vis de courants majeurs, on s'en est rendu compte, l'existentialisme en particulier Heidegger. Ah oui. Bon. Le projet jeté, l'homme comme projet jeté, mais aussi évidemment tout ce qui est la pensée ou l'anti-pensée ou la pensée à privative pensée postmoderniste, avec donc cette référence à l'autosuffisance narcissique, à ce que Pierre Legendre, ce grand monsieur, appelle la prétention à l'autofondation. Oui, mais moi je me situe pas dans la critique. Parce que, notamment d'ailleurs de livre en livre, je suis de moins en moins critique. Je suis de plus en plus végane, mais de moins en moins critique. Chercher l'erreur. Mais c'est-à-dire qu'il me semble que l'intérêt pour moi était ici de proposer une construction imaginaire qui réveille le sens d'ordinaire attaché au mot éthique, au mot politique, au mot justice, au mot conditions humaines. Et c'est ça qui me semble la promesse d'une rénovation peut-être de quelque chose qui peut donner une autre épaisseur à l'existence individuelle et ensuite collective. Et comme je suis philosophe politique, et c'est ce que je fais de mieux en général, j'en ai tiré des conséquences au niveau des principes orientant le politique et au niveau aussi des conditions de cette construction. Et puis il y a aussi une chose qui me gêne dans ce qui est dit sur le narcissisme, c'est que l'individualisme, je me demande si c'est... Je ne pense pas que les hommes d'aujourd'hui soient plus méchants que les hommes d'hier. Je pense que l'individualisme, il est construit. Il est engendré par des conditions. Alors, je ne suis pas sociologue, mais parfois, j'ai envie de leur donner raison. Et par exemple, l'organisation du travail, dans ce beau film « La loi du marché », dont j'ai fait une recension dans Libé, le blog Libé de temps en temps. On peut le trouver encore sur Internet. Et... je trouve que ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'il n'attaque pas le capitalisme comme ça, comme une espèce de gauchiste qui s'est... Oui, une manière frontale. C'est plutôt l'impact du capitalisme, et qu'on peut appeler faute de mieux capitalisme, sur la subjectivité. Sur le fait que les individus perdent tous le sens de ce qui les relie aux autres et finalement sont condamnés à devenir des innocents coupables, à mettre une pression sur celui qui vient dessous, à surveiller tout le monde. Cette création de la défiance. Et je trouve que, qu'en son temps Axel Honneth appelait la réification, fait que les êtres ont perdu ce qui les relie aux autres. Moi je pense... Ce que les sociologues appellent l'anomie aussi. Oui, aussi. Mais je pense que c'est l'impact. Je pense que l'organisation du travail aujourd'hui, les rythmes... cassent les individus et cassent leur force de résistance et produit ce que Hannah Arendt appelait la désolation. Pas la solitude, mais la désolation, la perte de sens commun, le fait qu'on est rivé à être une force de production et de consommation et qu'il n'y a plus rien d'autre. Et cela, dit-elle, ça fait le terreau du totalitarisme. Qui est lié à cette démocratie de masse? Qui est lié à un type d'individu et qui n'a pas besoin d'Hitler pour exister, ajoute-t-elle. Même si Hitler en a donné, évidemment. Donc je crois, c'est pour ça que moi je commençais par Strauss, parce que Strauss a une conscience en tant que juif allemand très aiguë de ce qui a frappé l'Allemagne, de ce qui a été rendu, pourquoi ça a été possible dans une pleine démocratie, et dans un pays cultivé, avec des... Comme il dit, ces jeunes nihilistes allemands, ils ont lu Hegel, ils ont lu Kant, ils sont très cultivés. Et pourtant, ils vont s'adonner au nazisme. Et qu'est-ce qui fait que les individus n'ont pas la conscience ni la force de résister contre le mal? Et je pense que... voilà. Et je crois que c'est lié aussi au fait qu'il n'y a pas de construction imaginaire permettant de repérer quand ça dérape. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de dénoncer. Et puis bon, s'il y a des petits narcissiques comme ça dans les coins, c'est pas grave. Hein. Mais on n'a plus le temps de dénoncer. On est obligé de construire. Et de construire quelque chose qui prendra beaucoup de temps, mais qui doit s'installer peu à peu, dont on a des signes avant-coureurs. Et il faut que ça s'installe profondément,
parce que la tentation actuelle, c'est la réaction. C'est justement de revenir de manière poussiéreuse à des valeurs comme ça, qui font un peu vieux jeu, et qui sont un petit peu, donc, que d'aucuns appellent surplombantes, mais qui sont des îlots, qui marchent contre catholiques, ou contre juifs, ou contre ceci, contre cela, donc qui ne font pas quelque chose d'universalisable. Donc on a besoin d'un autre universel, si je puis dire. Hein. Pas l'universalisme lié à la raison, qui était un petit peu comme ça, fondé, fondationnel au sens de Kant, mais un universel. C'est pour ça que moi je commence par le corps, parce que manger, être né, habiter, il y a peu de gens qui peuvent me dire que ça n'existe pas, que c'est pas universel. Et après, chacun s'empare de ce que moi j'ai essayé de faire surgir pour en dégager des interprétations, des aménagements, des négociations. Et le politique, c'est toujours le lieu de la négociation. Mais voilà, moi je crois qu'on n'a pas le temps de critiquer les narcissiques ou mais plutôt on doit construire et incarner ce qu'on pense et aussi secouer le cocotier quand il faut, c'est-à-dire que les forces non politiques doivent s'organiser et pas seulement comme des îlots dans les associations de médecins, dans les protections animales, parce que moi je les fréquente beaucoup, les associations de bénévoles, les soins palliatifs, la protection animale, et ils sont absolument formidables, mais ce qui leur manque, c'est aussi une vision globale. Hein. Et je pense que la philosophie est capable de cette vision globale. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'elle soit alliée à un courant artistique, car la philosophie reste difficile. Il faudrait l'allier à quelque chose de... et à un style aussi. C'est pour ça que moi je pense qu'il y a plusieurs volets. Mais alors là, tu n'es pas loin d'Heidegger. Oh oui, bah Heidegger... Dichtenderdenker, le poète Hölderlin. Oui, bien sûr. Bah, Heidegger, c'est un très grand penseur. C'est quand même celui qui a réveillé la phénoménologie. Lévinas, Strauss, ils disent tous. Et moi, je le pense vraiment. Donc, phénoménologie, peut-être... Bah, la phénoménologie, c'est une méthode philosophique qui décrit les phénomènes. Et moi, justement, je m'inscris dans une phénoménologie de la non-constitution, c'est-à-dire que la conscience... Les phénomènes qui m'intéressent sont des phénomènes qui viennent avant ma conscience ou qui la mettent en défaut. Le rapport à autrui, bah, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi. D'abord, je peux pas faire le tour d'autrui. Il échappe à tout concept. Il échappe à ce que j'en sais ou en vois, dit Lévinas. C'est pour ça qu'il parle du visage. Mais aussi la fatigue, le vieillissement, la nourriture, les aliments sont pas des représentations. Quand j'ai froid, c'est pas moi qui dis j'ai envie d'avoir froid. Hein. C'est donc du coup, voilà, c'est ça qui m'intéresse et ça, c'est ça que je travaille. Et je trouve que ce que Lévinas n'a pas fait, parce que c'est pas un philosophe politique, eh bien moi j'ai essayé d'approfondir un certain nombre de choses et d'en dégager les conséquences, les implications au niveau du politique. Non, voilà, donc je fais de la phénoménologie politique, mais effectivement, le point de départ, c'est une description, mais qui a une dimension universalisante. C'est-à-dire que c'est pas... puisque quand on décrit, par exemple, le fait de manger, c'est toujours avoir une implication sur les autres hommes, ou le fait d'être né, il y a plusieurs existences derrière la mienne. C'est des choses qui ont une dimension universalisante et qui réveillent le sens de certaines choses, et qui soulignent le fait que nos catégories, celles d'individus, l'autonomie, elles sont nées dans un contexte tout à fait important. Je l'ai rappelé pour les droits de l'homme, la notion d'autonomie est tout à fait importante. Le consentement libre et éclairé, c'est fondamental en médecine, c'est absolument fondamental, c'est un principe incontournable. Maintenant, le consentement libre et éclairé d'une personne qui est schizophrène, d'une personne qui est démente, faut le rendre possible. C'est pour ça qu'il a le travail philosophique est là pour affiner les concepts et pour les rendre utilisables dans les pratiques. À moins qu'il y ait une dernière question. Non, je propose de remercier infiniment, vraiment, Corinne. Merci.